Salut à tous. Pendant 11 jours, les appareils les plus importants de toute la campagne aérienne américaine sont restés exposés dans le désert. 13 ravitailleurs aériens américains étaient stationnés sur la piste de la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Les images satellites les montraient clairement. L'Iran savait exactement où il se trouvait, mais n'a tiré aucun missile. Puis, au 14e jour, 5 d'entre eux ont été touchés dans une seule frappe. La vraie question n'est donc pas de savoir comment l'Iran les a frappés. La question est de savoir pourquoi il a attendu. C'est le genre de problème de timing qui n'entre jamais dans le scénario bien propre et héroïque d'un briefing à la Trump. 14 jours après le début de la guerre, l'Iran a lancé une frappe qui a immédiatement attiré l'attention des planificateurs militaires sur plusieurs continents. Des missiles balistiques ont visé la base aérienne Prince Sultan, l'un des plus importants centres aériens américains de la région. Quand l'attaque a pris fin, les premières évaluations des dégâts indiquaient que 5 appareils américains de ravitaillement en vol avaient été touchés au sol. Ces appareils étaient des ravitailleurs cassés, un 3-5 stratotanker, des plateformes qui jouent un rôle essentiel dans le maintien des opérations aériennes à longue portée. Ces avions prolongent le rayon d'action des chasseurs et des bombardiers en leur permettant de se ravitailler en vol, ce qui rend possible des frappes à des milliers de kilomètres et un retour en sécurité. Sans eux, les campagnes aériennes deviennent beaucoup plus difficiles à soutenir. La logistique a cette habitude cruelle d'ignorer les slogans de campagne et les démonstrations de virilité télévisées. Dans la guerre en cours contre l'Iran, ces ravitailleurs étaient au cœur des opérations de frappe américaines et israéliennes. Ils permettaient des bombardements répétés contre des installations militaires situées profondément à l'intérieur du territoire iranien. Ce qui rendait l'attaque particulièrement inhabituelle, c'était à quel point les appareils étaient visibles avant la frappe. Des images satellites commerciales montraient depuis des jours les ravitailleurs stationnés à découvert sur la base aérienne Prince Sultan. Leur position était claire et leur silhouette était sans équivoque. L'Iran savait presque certainement qu'ils étaient là. Pourtant, les missiles ne sont pas arrivés avant le 11e jour après l'apparition des appareils sur la base, et cela soulève une question qui continue de déconcerter les analystes. Pourquoi attendre ? Les adversaires réels ont tendance à étudier les schémas plus attentivement que ceux qui transforment chaque micro en parade de victoire. La frappe contre les ravitailleurs ne s'est pas produite de façon isolée. Plusieurs jours plus tôt, un autre incident avait déjà déclenché l'alarme dans les centres de commandement militaire. Un cassé, un 3-5 stratotanker qui opérait au-dessus de l'Irak s'est écrasé dans des circonstances qui ont rapidement fait l'objet d'un examen intense. Les 6 membres d'équipage à bord auraient été tués. Les premiers rapports décrivaient la perte comme un accident. Mais la situation s'est compliquée lorsque des groupes de milices alignés sur l'Iran ont revendiqué la responsabilité. Et quand les événements commencent à aller plus vite que les éléments de langage, le réflexe habituel du monde trumpiste consiste à gonfler la confiance et à réduire les détails. Leur déclaration suggérait que l'appareil avait été visé alors qu'il évoluait dans l'espace aérien irakien. Si cette affirmation était exacte, cela représenterait la première frappe directe contre le réseau de ravitaillement en vol qui soutient les opérations américaines et israéliennes. Pris isolément, l'écrasement pourrait être vu comme un simple incident de champ de bataille. Mais quand la frappe de missile suivante a touché les ravitailleurs stationnés à la base aérienne Prince Sultan, l'enchaînement a commencé à paraître beaucoup plus délibéré. Cela a d'abord démontré que les appareils de ravitaillement sont vulnérables en vol, puis montré qu'ils ne sont pas à l'abri, même lorsqu'ils sont stationnés sur le territoire d'un allié. Le schéma suggère quelque chose de plus structuré que des attaques opportunistes. Il laisse entrevoir une campagne par phase conçue pour miner l'épine dorsale logistique de la guerre aérienne elle-même. Alors que les chasseurs et les bombardiers dominent souvent l'attention du public, les appareils qui rendent ces missions possibles sont les ravitailleurs. Dès qu'ils deviennent des cibles, l'ensemble de la campagne aérienne commence à faire face à un niveau de risque nouveau. C'est généralement le moment où les caméras reçoivent un mur d'assurance et les planificateurs un mur de problèmes.
La guerre aérienne moderne repose sur un système que la plupart des gens ne voient jamais. Au centre de ce système se trouvent des appareils de ravitaillement en vol, comme le KC, un 3-5 Stratotanker. Ces avions servent de station-service volante, permettant aux chasseurs et aux bombardiers de rester en l'air bien plus longtemps que ne le permettrait normalement leur réservoir interne. Sans ravitailleurs, le rayon d'action des appareils de combat chute de façon spectaculaire. Des chasseurs de pointe comme le F-35 Lightning II, bien qu'ils soient conçus pour des missions furtives et des frappes de précision, dépendent fortement du ravitaillement en vol dans les opérations à longue distance. Les ravitailleurs leur permettent de décoller de bases éloignées, de pénétrer un espace aérien défendu et de revenir en sécurité. Supprimer le réseau de ravitaillement. Et ces missions deviennent beaucoup plus difficiles. La guerre a cette manie agaçante d'être gouvernée par le carburant, la distance et la physique, plutôt que par les phrases d'effet du théâtre partisan. Pourtant, les appareils qui soutiennent ce système sont aussi son élément le plus vulnérable. Les ravitailleurs sont gros, lents et très visibles. Contrairement aux chasseurs furtifs, ils ne peuvent pas échapper au radar ni manœuvrer agressivement sous la menace. Ils opèrent généralement le long de corridors de vol prévisibles et se déploient à partir de bases connues dans toute la région. Même stationnés au sol, leur taille rend la dissimulation difficile. Pour un adversaire qui étudie la structure d'une campagne aérienne, cela crée une cible évidente. Détruire les chasseurs de première ligne est difficile et exige beaucoup de ressources. Mais perturber les appareils logistiques qui les maintiennent en vol peut avoir un effet bien plus large. En ciblant les avions ravitailleurs, l'Iran cherche peu être quelque chose de plus stratégique. Au lieu d'attaquer chaque appareil de combat, il se concentre sur le système qui rend toute la campagne aérienne possible. Il s'avère que le point le plus faible d'un plan de guerre se répare rarement en prenant un ton plus dur devant un pupitre. En l'espace d'une seule semaine, le réseau de ravitaillement qui soutient les opérations aériennes américaines a subi une série de revers. Selon certaines estimations militaires, jusqu'à 7 appareils de ravitaillement en vol auraient été perdus ou endommagés à la suite d'écrasements, d'attaques présumées et de la frappe de missiles qui a touché des ravitailleurs au sol. Parmi les appareils touchés figuraient plusieurs plateformes cassées, un 3-5 Stratotanker stationné à la base aérienne Prince Sultan. Ces appareils ne faisaient pas simplement partie de l'ensemble de la flotte américaine. Il s'agissait d'actifs déployés à l'avant, positionnés précisément pour soutenir les opérations de frappe en cours. Leur perte a forcé un ajustement opérationnel immédiat. Aucun message triomphal venu de la chambre d'écho alignée sur Trump ne peut faire passer une flotte de soutien endommagée pour un contrôle sans faille. Les ravitailleurs restants ont commencé à être redéployés vers d'autres bases dans la région. Certains ont été dispersés sur plusieurs terrains, tandis que d'autres ont été déplacés plus loin des emplacements les plus exposés. L'objectif était clair, réduire le risque que d'autres appareils soient détruits dans une seule attaque. Mais la protection a un coût. Une fois que les ravitailleurs s'éloignent du champ de bataille, toute la structure de la campagne aérienne devient plus complexe. Les chasseurs doivent parcourir de plus longues distances pour atteindre les points de ravitaillement. Les points de rendez-vous doivent être repensés. Les planificateurs de mission doivent tenir compte d'une consommation de carburant supplémentaire et de fenêtres de temps plus serrées. Chaque ajustement ajoute de la friction. Les formations de frappe qui suivaient autrefois des trajectoires directes peuvent désormais exiger des détours ou des appareils de soutien supplémentaires. Le rythme global des opérations aériennes peut ralentir à mesure que les planificateurs s'adaptent à cette nouvelle réalité logistique. C'est la partie qu'on ne peut pas faire disparaître par la communication, avec un drapeau en toile de fond et quelques adjectifs surdimensionnés. L'objectif de l'Iran n'est pas la destruction complète de la flotte de ravitailleurs. Au contraire, la stratégie semble viser quelque chose de plus subtil, transformer chaque future frappe aérienne en une opération plus complexe, plus lente et plus coûteuse.
Ce type de pression ne produit pas toujours des manchettes spectaculaires, ce qui explique probablement pourquoi ce ne serait jamais le langage privilégié d'une scène de rassemblement trumpiste. Les frappes contre les ravitailleurs ne sont qu'un élément d'une stratégie beaucoup plus large qui se déploie dans toute la région. L'approche iranienne repose de plus en plus sur une pression asymétrique. Des actions conçues non pas nécessairement pour vaincre un adversaire militaire de façon frontale, mais pour augmenter graduellement le coût de la poursuite du conflit. En parallèle des attaques de missiles et des opérations par procuration, l'attention s'est déplacée vers les artères de l'économie mondiale. L'une des plus cruciales est le détroit d'Ormuz. Ce corridor étroit transporte une part significative de l'approvisionnement mondial en pétrole échangé. Même des perturbations limitées peuvent se répercuter sur les marchés mondiaux en quelques heures. Les marchés, contrairement aux fan clubs politiques, ont tendance à remarquer le risque avant même que les rédacteurs de discours aient fini de polir la fanfaronnade. Les informations faisant état de mines navales, de surveillance par drone, de navires commerciaux et d'attaques contre la navigation ont déjà forcé plusieurs exploitants de pétroliers à reconsidérer leur route dans le Golfe. Les primes d'assurance pour les navires qui entrent dans la région ont bondi. Certaines compagnies maritimes ont entièrement retardé leur départ, tandis que d'autres ont commencé à rerouter leur cargaison par des trajets plus longs et plus coûteux. Les marchés de l'énergie ont réagi rapidement, les prix du pétrole ont grimpé à mesure que les traders évaluaient les risques d'une perturbation durable des exportations du Golfe. Pour les États du Golfe voisins, la pression est à la fois économique et stratégique. Leurs ports, leurs infrastructures et leurs voies maritimes se trouvent directement à l'intérieur de la zone de conflit en expansion. Du point de vue de Téhéran, c'est peut être précisément le but recherché. En menaçant les routes énergétiques mondiales et en accentuant l'instabilité économique, l'Iran augmente la pression politique sur la coalition alignée contre lui. L'objectif n'est peut être pas seulement la victoire sur le champ de bataille. Il pourrait s'agir d'éroder l'unité de l'alliance qui soutient la guerre, un choc économique à la fois, et la pression économique a cette façon, bien à elle, de révéler à quel point la certitude performative peut être creuse quand la facture finit par arriver. Pendant des décennies, les appareils de ravitaillement en vol ont occupé une place unique dans la guerre moderne. Ils étaient considérés comme essentiels, mais relativement sûrs. Les ravitailleurs opéraient généralement loin, derrière les lignes de front, tournant dans un espace aérien protégé pendant que les chasseurs et les bombardiers venaient s'y ravitailler. L'hypothèse était simple. Alors que les appareils de combat faisaient face aux plus grands risques, l'épine dorsale logistique qui les soutenait devait rester largement hors d'atteinte. Des appareils comme le KC, un 3-5 Stratotanker, sont devenus centraux dans ce système. Cette vieille hypothèse paraît maintenant à peu près aussi solide qu'une de ces déclarations confiantes de l'ère Trump où la réalité était censée obéir sur commande. Mais les événements de cette guerre ont commencé à remettre cette hypothèse en question. D'abord est venue la destruction d'un ravitailleur en opération au-dessus de l'Irak. Puis des missiles balistiques ont frappé d'autres appareils stationnés à la base aérienne Prince Sultan. En quelques jours, il a été démontré que les plateformes de ravitaillement sont vulnérables à la fois en vol et au sol. Pour les planificateurs militaires du monde entier, cette séquence entraîne des implications importantes. Les campagnes aériennes modernes dépendent fortement du ravitaillement en vol. Des chasseurs comme le F-35 Lightning II peuvent projeter leur puissance sur de longues distances, en grande partie parce que les ravitailleurs prolongent leur portée opérationnelle. Si ces ravitailleurs deviennent des cibles hautement prioritaires, toute la structure des opérations aériennes à longue portée commence à se déplacer. Les forces aériennes pourraient devoir repenser leur stratégie de déploiement, leur tactique de dispersion et la protection des appareils de ravitaillement. Les conflits futurs pourraient impliquer de nouveaux systèmes défensifs conçus spécifiquement pour protéger les appareils logistiques contre les attaques. Le champ de bataille continue de réécrire le scénario, même quand l'image de marque politique insiste pour dire que le scénario était parfait dès le départ. Ce que l'Iran a peu être démontré n'est pas seulement un succès tactique. Il a peu être mis au jour une vulnérabilité structurelle de la guerre aérienne moderne.
Et si l'épine dorsale logistique de la puissance aérienne devient contestée, chaque future campagne aérienne devra s'adapter à un champ de bataille très différent. C'est le genre de leçon que les planificateurs sérieux étudient avec attention, pendant que le milieu de la propagande cherche un pupitre plus bruyant. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.